Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Learning by Doing, le rendez-vous de celles et ceux qui font de l'apprentissage le moteur de leur équipe. Je suis Baptiste Bézé, cofondateur de Team Bakery, une jeune entreprise qui aide les équipes à mieux travailler ensemble. Dans cette émission, je pars à la rencontre de femmes et d'hommes de conviction qui pensent que l'épanouissement au travail passe par la curiosité, le test, l'erreur, l'échange entre pairs. Mon objectif pour les prochaines minutes est de vous embarquer avec moi pour comprendre les enjeux actuels de l'apprentissage au sens large, pour mettre en lumière les recettes qui ont fait leurs preuves, pour décrypter les tactiques et les bonnes pratiques d'acteurs à la pointe sur le sujet. En espérant vous inspirer dans votre démarche d'apprentissage, je vous souhaite une excellente écoute. Salut Cédric, comment vas-tu ? Bonjour, je vais très bien. Merci Baptiste, merci de m'accueillir. Écoute, je suis ravi de t'accueillir. Donc Cédric, c'est l'un des cofondateurs de Fly the Nest. Fly the Nest, alors c'est une société de services, vous vendez votre expertise et vous accompagnez des équipes sur un sujet qu'on va aborder ensemble, qui est le changement d'échelle. Comment on fait grandir son équipe. Vous avez parmi vos clients, alors j'en ai quelques-uns en tête, je pense à Back Market, à Content Square, je crois aussi, des sacrés noms, des boîtes qui ont grandi vite, qui sont un peu, j'allais dire, les fers de lance de la French Tech en ce moment. Je suis vraiment ravi de t'accueillir. Peut-être avant qu'on rentre dans le vif du sujet, qu'est-ce que ça veut dire changer d'échelle et comment vous les accompagnez ? Peut-être te présenter, nous dire un petit peu ton background, comment vous avez créé Fly the Nest, et puis aujourd'hui, en termes d'équipe, comment vous êtes structuré vous-même. Yes, je peux commencer comme ça. Eh bien, en fait, je dirais que moi, avant tout, je suis ingénieur de formation. Je pense que c'est quelque chose qui m'a beaucoup défini. Comment je me suis retrouvé coach, on va pouvoir l'aborder, mais c'est vrai que moi, j'ai commencé par les maths, l'info, la finance. J'ai démarré ma carrière dans la finance. J'ai trouvé ça très vite très chiant, très peu intéressant et très peu impactant, alors que je pensais que ça aurait un beau lien avec l'économie. En vrai, pas beaucoup, il m'a semblé. Du coup, j'ai quand même continué dans la banque, mais plutôt sur tout ce qui était gestion de projet, IT au départ, et puis ensuite de manière plus large. Et je me rendais compte que ce qui me passionnait vraiment à cet endroit-là, c'était les dynamiques collectives et les dynamiques de projet. Comment est-ce qu'on faisait pour que les gens apprécient travailler ensemble, s'épanouissent dans ces modes collectifs plutôt que se tirent dans les pattes et fassent des choses très peu productives, comme on pouvait le voir dans beaucoup, beaucoup de grandes boîtes. J'ai fait ce métier-là de directeur de l'organisation pendant quelques années à la Banque Postale. Et bon, après, j'ai quand même senti que dans une énorme organisation comme ça, et particulièrement politique, j'aurais du mal à avoir beaucoup d'impact, donc je suis parti. J'ai fait un premier projet entrepreneurial plutôt pour m'amuser avec un copain qui était une encyclopédie de la musique sur Internet, qu'on a mergé avec une autre qui s'appelle Music Brains aux États-Unis. Et suite à ça, j'ai re-rencontré un copain de prépa qui lui travaillait aussi sur des méthodes de projet uniquement dédiées à des projets d'innovation, beaucoup dans des grands comptes, donc c'était Erwan. Et quand il me montrait tout ce qu'il faisait, moi qui grenouillais un petit peu dans ce monde de l'entrepreneuriat, je me suis dit, en fait, ça pourrait être ultra utile. Et c'est comme ça qu'on a commencé, sans trop exactement avoir cette notion de changement d'échelle en tête. Au début, on s'est juste dit, on a des moyens de faire bosser des gens ensemble pour que ce soit très très efficace les projets et très épanouissant pour les gens. Et donc, allons-y, pourquoi pas proposer ça aux startups. Et puis, on a vu sur le chemin que les toutes petites startups, elles savaient faire ça. En fait, les toutes petites boîtes, quand on est moins de 5, 6, peut-être moins de 10, c'est assez naturel. Assez naturellement, on a des modes d'organisation agiles, souples, assez épanouissants, assez engageants. Par contre, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que dans l'exercice de la croissance, dans l'accroissement des effectifs, beaucoup de boîtes perdaient cette capacité. Beaucoup de boîtes se retrouvaient à devoir mettre en place des modèles d'organisation et n'ayant pas de modèle existant prouvé, retombaient sur des modèles de grands comptes qui, eux, indéniablement détériorent cet engagement. Et donc c'est là qu'on a compris où était véritablement notre sujet, c'est-à-dire cette notion de changement d'échelle, ces moments où les boîtes doivent de toute façon se reconfigurer, parce qu'elles changent de dimension, et donc tout change naturellement dans la boîte. Et plutôt que de le subir, on s'est dit, comment est-ce qu'on fait pour aider les entreprises à comprendre fondamentalement qui elles sont,
à un stade, et quand elles arrivent au stade suivant, utiliser cette connaissance qu'elles ont d'elles-mêmes pour designer des modes d'organisation uniques qui n'existeraient probablement que chez elles et qui garderaient cet ADN qu'elles avaient juste avant. C'est vraiment là qu'on a compris qu'était notre sujet autour du changement d'échelle. Est-ce que tu as quelques alors on va rentrer un peu dans le détail ensuite de la méthode et puis de voir un petit peu les moments clés aussi dans la vie des équipes où faut se poser ces questions-là. Avant ça, est-ce que tu aurais quelques exemples de projets que vous avez menés? Et puis nous dire aussi, du coup, là, plutôt parler sur la structure aujourd'hui, dans laquelle vous êtes, qui a une particularité, hein, c'est que je crois avoir vu, vous êtes tous cofondateurs. Mmh. Que tu nous expliques un petit peu ça. Donc, deux questions dans une. Un, Mmh. est-ce que tu as un ou deux exemples pardon, de missions que vous réalisez, soit en ce moment, soit qu'on fait, qui ont été marquantes sur l'histoire de Fly the Nest, et puis ensuite plus sur la structure, Mmh. comment ça fonctionne. Bah, tu as donné des exemples, hein, qui ont été marquants, chez nous. Back Market, c'est une boîte qui a été marquante dans l'histoire de Fly the Nest. On les a accompagnés quand ils étaient, à peine 20. Donc justement dans un moment de changement d'échelle particulier, ils allaient passer de 20 à 60, quelque chose comme ça. C'était un moment clé où je pense qu'on a aidé à mettre en place la culture de l'entreprise, qui est devenue très, 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 très forte dans la croissance. On les a réaccompagnés quand ils étaient 250. Je pourrais en parler, c'est vraiment un des deuxièmes seuils dans le changement d'échelle. Et on les accompagne maintenant qui sont plutôt 600, 700 aussi, en continu. Mais il y en a plein, on a beaucoup travaillé avec Make Sense, qui est aussi une organisation toute particulière, qui a construit ces modes de fonctionnement qui sont assez uniques. C'est aussi une boîte qui a eu beaucoup d'impact chez nous. On était des organisations très proches l'une de l'autre, on travaillait souvent ensemble, on s'auto-animait réciproquement nos séminaires et nos workshops de travail. Euh, On en Contexte. profite pour faire un petit coucou à Mathilde Torel qui est passée sur le podcast et qui m'a dit faut que tu parles à Cédric. Donc voilà. Ah, bah, bonjour Mathilde, et merci beaucoup à toi. Effectivement, on avait bossé avec Mathilde quand elle était au hub de la BPI et on l'a retrouvée, du coup chez Make Sense après. Chez Make Sense, on aidait aussi, nos méthodos étaient utilisés dans l'incubateur pour, toutes les entreprises pour mettre en place, ces systèmes projets un peu efficaces. Et puis je pense qu'on peut zoomer sur Fly aussi, parce qu'on a eu, je pense qu'une peur qu'on avait dès le départ, c'était d'être comme beaucoup de boîtes de conseil à prêcher des choses et pas du tout les appliquer en interne. Je pense que les boîtes de conseil, d'un point de vue engagement et épanouissement, on est sans doute au plus bas. Et donc on voulait appliquer toutes nos méthodes sur nous-mêmes en avant, bêta-tester tout ce qu'on faisait. On a créé des tas de produits, des tas d'ateliers qu'on a toujours expérimentés sur nous. Certains en se disant bah, c'est absolument prodigieux, hop, ça va faire partie des produits qu'on vend. Et d'autres où on s'est dit bon, ça a franchement pas marché, on l'abandonne. Donc on était un petit peu dès le début comme un laboratoire aussi d'expérimentation de nos méthodologies. Et chez nous, alors l'organisation est très particulière. On avait je pense, une culture qui était très axée sur l'autonomie, très axée sur la progression et pas mal de valeurs assez universalistes. Ce qui nous amenait à être beaucoup influencés par les pensées des entreprises flat en autogouvernance, par des personnes comme Frédéric Laloux, typiquement. Et c'est quelque chose qu'on a voulu essayer de mettre en place chez nous très tôt. On avait très vite un mode de fonctionnement dit en autogouvernance où chacun pouvait prendre des décisions, choisir les projets sur lesquels il travaillait, choisir les missions sur lesquelles il travaillait, jusqu'à choisir son salaire. Chez nous, on choisit si on part ou pas, on ne peut pas licencier. C'est vraiment des modes particuliers de réflexion et de décision. Et puis quand on a grossi, on se posait beaucoup cette question de comment on allait pouvoir faire changer d'échelle à ce mode d'organisation-là. Et indéniablement rester une équipe massive de 20, 30, 40 personnes, on sentait les limites, quoi. On sentait grandement les limites. Et du coup, on est basculé sur un nouveau modèle. Alors, c'est quelque chose qu'on a initié, je dirais, il y a 3 ans et qu'on a atterri maintenant. En fait, le modèle capitalistique, peut-être, nous plaisait pas exactement parce que le fait d'être propriétaire de l'entreprise impliquait nécessairement d'avoir des pouvoirs particuliers.
et des responsabilités particulières. Et c'est quelque chose qu'on voulait essayer d'amener, en fait, cet ADN, on voulait l'amener jusqu'à dans la manière dont on a dessiné le modèle juridique de l'entreprise. Et donc aujourd'hui, on est une fondation actionnaire qui détient à 100% tout ce qu'on appelle les grappes. Et les grappes, c'est des petites entreprises qui sont en dessous. Et en fait, chaque grappe est dédiée à une adéquation produit-marché, c'est-à-dire décide de s'attaquer à un marché particulier et adapte nos produits principaux pour ce marché. Donc du coup, on a notre grappe historique qui reste la plus importante, qui est la grappe qui s'occupe du changement d'échelle pour les startups et les scale-up à Paris. On a sa petite sœur à Nantes, une autre grappe aussi, qui fait un petit peu ça. Et puis on a une grappe qui ne fait que de l'accompagnement individuel de leaders dans ces écosystèmes-là, qui s'appelle Leaders Journey. On a une grappe qui fait de la formation à ces méthodologies-là, pour des gens qui veulent le faire eux-mêmes en interne sans nous. Ça s'appelle l'atelier. Et puis, on a une grappe qui s'est dédiée à l'accompagnement des organisations à impact, qui s'appelle Sillage. Et en fait, en vrai, c'est deux petites grappes, parce qu'il y en a une à Paris et il y en a une à Rennes. Et donc, on a cette organisation-là de grappes qui sont en fait toutes des sociétés, hein, mais qui sont détenues à 100% par une fondation. Et cette fondation, elle-même a une activité, la même philosophie et la même raison d'être de Fly the Nest, mais au service des personnes en exclusion. Donc c'est Ok. son intérêt général. Et du coup, alors les collaborateurs, les membres de Fly the Nest, sont rattachés à une des grappes, ou vous êtes tous rattachés à la fondation et vous naviguez d'un projet à l'autre, ou alors c'est une grappe égale un porteur de projet? Comment ça se passe concrètement? C'est quoi le matching équipe là-dessus? Ça, c'est toute la complexité organisationnelle. Alors, chaque membre de l'équipe, donc chaque birdies, comment ça s'appelle, est rattaché à une grappe, est membre d'une grappe en tant que, en général, hein, associé de la Ok. grappe, naturellement. Ensuite, on est tous membres fondateurs de la fondation, mais on n'a pas tous une activité importante dans la fondation. Certains font part du conseil d'administration de la fondation, mais pas tous. En vrai, on n'en a que 3 dans l'équipe qui sont membres du conseil d'administration. On contribue tous à sourcer des projets pour cette fondation et éventuellement accompagner gratuitement les projets qu'on a sélectionnés dans la fondation. Et ensuite, on a donc aussi quelques projets qui sont globaux, des projets qui concernent l'intégralité de l'écosystème. Et là, chacun peut choisir, en fonction de ses envies, en fonction de ses disponibilités, de s'impliquer plus ou moins dans les projets un peu cœur de l'écosystème, qui sont du coup au service, naturellement, de toutes les grappes en même temps. Ok. Ouais. Et aujourd'hui, tu dirais, ça fait combien de temps que vous existez? 7 ans, je crois. Ouais, 7 ans. 7 ans? Ok. Avec le recul de 7 ans, là, c'est quoi ton retour sur cette organisation? Ça implique quoi au niveau personnel, au niveau des gens que tu intègres dans cet écosystème ou qui rejoignent cet écosystème? Je ne sais pas comment le dire. J'imagine qu'il y a un gros filtre qui doit se faire à l'entrée, parce qu'effectivement, c'est un mode de fonctionnement assez Ouais. particulier, quoi. Ouais. C'est un mode de fonctionnement qui est très attrayant, Ok. naturellement. Le degré de liberté qui est proposé par ce mode d'organisation fait rêver d'une certaine manière. Mhm. Pour autant, c'est aussi extrêmement engageant et, et ça demande vraiment un niveau d'autonomie élevé. Et donc, c'est pas si facile, en vrai, de Ok. se dépatouiller dans une organisation comme ça. Donc oui, de plus, en fait, notre métier en tant que tel est assez compliqué. L'accompagnement de nos clients nécessite d'être facilement en pair à pair avec les dirigeants, mais d'être tout à fait à l'aise avec n'importe qui au sein de l'organisation. Donc des gens qui seraient à l'aise que avec des dirigeants, bah, ça marcherait pas. Mm. Il faut avoir quand même une sensibilité assez importante, je pense, aux questions humaines, à de la psychologie, à des dynamiques personnelles. Faut avoir une compréhension fine du business. Donc, on doit connaître massivement des chaînes de valeur, des KPI, des systèmes de pilotage de performance. Tout ça, faut vraiment bien les maîtriser. Donc, c'est un métier dur. Ce qui fait que, en fait, on a fait le choix d'un mode de croissance lent. On aurait pu, je pense, au départ, on avait cette
velléité, un peu naturellement, peut-être influencé par les clients qu'on avait, qui eux croissaient à tout berzingue. On se disait peut-être qu'on allait croître à cette vitesse-là, mais très vite, on s'est rendu compte que non. Et en fait, notre modèle aujourd'hui est, je pense, représentatif un petit peu de cette vitesse de croissance plus lente. C'est très long de trouver des bonnes personnes, de les accueillir, de les former et qu'elles soient vraiment au niveau d'autonomie nécessaire, naturellement, d'un associé, en fait. Et le OK. fait de se découper en plus petites équipes, bah, ça permet peut-être d'accélérer un petit peu ce processus-là. Parce que quand on était 30, débarquer et se retrouver avec le statut de cofondateur dans une entreprise de 30, ça impliquait de connaître le business model, de maîtriser les finances finement de la boîte. Si on veut choisir son salaire, il faut comprendre ce qu'on apporte, l'incrémental qu'on a, le, le business qu'on peut générer, etc. C'est très compliqué. Et Mmh. donc, on arrivait à une dimension où il fallait être assez expert, en fait, pour être capable de bien appréhender ça. Et donc, en ayant des structures plus petites, c'est beaucoup plus facile. Mmh. Donc, je dirais avec le recul que, à partir du moment où on a compris et accepté qu'on aura une croissance lente, on a réussi assez facilement à se redesigner pour être au service de ça. Et aujourd'hui, on est très satisfait. C'est quelque chose qui nous plaît beaucoup. OK, top. Bah, on a pris un peu le temps, mais je trouve ça hyper intéressant parce que, heu, je pense que vous êtes, alors je sais pas si c'est un ovni le bon terme, je dirais plutôt que vous êtes un des futurs possibles du métier de service. Je suis assez convaincu par ton par ton constat sur, alors, je sais pas si je l'aurais dit avec ces mêmes mots, mais sur le fait qu'effectivement les cabinets de conseil sont à un moment, où ils doivent commencer à vraiment se poser des questions, Mmh. et il y a un enjeu, je pense, heu, pour, à la fois sur le pouvoir d'attractivité des talents et puis même dans la chaîne de valeur. Je pense que c'est Ouais, aussi un moment où les cartes sont redistribuées. ouais. Donc, merci d'avoir pris le temps de nous préciser Ouais, ça. Je te propose qu'on passe sur le sujet plutôt, de l'accompagnement de vos clients, en tout cas de peut-être d'avoir des illustrations. Tu disais tout à l'heure, je crois que c'est en parlant de back market, on les a aidés à mettre en place la culture. Donc j'ai ouais. relevé cette phrase parce que je la trouve, hyper intéressante. Si tu devais synthétiser, alors je sais pas si tu as une liste d'ingrédients, type, ce que c'est, ce qu'il faut mettre pour, mettre en place la culture, en tout cas mettre en place les bases d'une culture, de travail, dans une organisation qui va aussi vite que ça. Euh, mais ça m'intéresse un peu de comprendre un peu les mécaniques qui sont derrière. C'est comment ça se passe et quels sont, pour nos auditrices, nos auditeurs aussi, ouais, les ingrédients, en tout cas les choses auxquelles faire attention quand on parle de développement d'une culture, parce que Mmh. c'est un peu comme la confiance, quoi. C'est dur de décréter qu'on fait confiance aux gens, qu'on a une culture commune. Je pense qu'il y a plein de petites facettes derrière ça. Ouais. Ça m'intéresse d'avoir ton regard là-dessus. Ok, bah, je vais faire un petit zoom parce que c'est vraiment une des composantes de nos produits. C'est une sur laquelle on est souvent interrogé. Je pense que c'est un des domaines sur lequel on a une expertise particulière. Je dirais il y a un axiome au cœur, je dirais, de notre philosophie qui est que la culture d'une entreprise ne se décrète pas. Elle est ce qu'elle est par les gens qui composent l'équipe. Dans les années 2000, on a commencé à faire du marketing et on a commencé à construire des cultures d'entreprise. Seulement, c'était l'équipe market en fait qui écrivait les valeurs de la boîte. Et du coup, tu avais tous les employés de Total qui se retrouvaient avec entreprise verte au-dessus de leur tête et qui vivaient avec cette ambivalence compliquée de se dire on est censé être très vert, mais au fond, je sais très bien qu'on ne l'est pas. Euh, et ça crée des dissonances. Ça crée des dissonances fortes dans les organisations. Et aujourd'hui, ce qui se voit dedans se sait dehors, et je pense que ça a un impact indéniablement sur le business. Donc nous, le présupposé, c'est de se dire, les valeurs de l'entreprise sont issues des valeurs individuelles des gens qui composent l'entreprise. Donc c'est la première chose qu'on fait en fait. Quand on va chercher les valeurs d'une boîte, on va commencer par interroger 100% des gens dans la boîte pour les aider à identifier quelles sont leurs valeurs à eux. Et donc, trouver quelles sont ces quelques 4, 5 valeurs clés qui les définissent. Et tout ça, on va le mettre dans une grande cartographie. Donc, quelles sont les valeurs qui reviennent le plus dans l'organisation? Quelles sont celles qui reviennent le moins? Est-ce qu'on a des disparités entre différentes équipes? Des disparités entre des vagues différentes de recrutement? Des disparités dans la hiérarchie de l'organisation? Donc ça, c'est un petit peu tout le mapping, tout le travail préparatoire qu'on fait pour comprendre
où en est l'entreprise et quelles sont réellement les valeurs qui vivent dans l'entreprise. Parce qu'en fait, ce qui va composer la culture, derrière, ça va être les actions, ça va être les comportements. Mais ces comportements sont issus et sont drivés par ces valeurs-là. Donc on commence dans un premier temps par trouver les valeurs réelles de l'entreprise, parce que c'est celles qui auront de très loin le plus d'impact. Ça ne veut pas dire qu'on abandonne ce qu'on veut être. On a droit aussi de se dire, tiens, on aimerait bien être plus comme ça. Ça, c'est ce qu'on va appeler, à l'opposé des valeurs réelles, les valeurs stratégiques. Peut-être que la direction va dire, mais en fait, on aimerait bien avoir plus de bienveillance dans l'entreprise, ou je sais pas, peut-être qu'on n'est pas hyper performant, on aimerait bien avoir plus de performance, et du coup, on va mettre une valeur en plus dans le jeu de valeurs qui va être une valeur stratégique. Mais nous, on dit toujours qu'il faut que 80% des valeurs du jeu de valeurs de l'entreprise soient des valeurs réelles, parce que sinon, on va jamais croire en l'outil, et donc on pourra jamais travailler sur les valeurs stratégiques. Donc, c'est vraiment le premier exercice, définir les valeurs réelles de l'entreprise qui composent le terreau, venir y greffer peut-être une valeur stratégique, quelque chose vers quoi on veut tendre, et on pourra y tendre par du recrutement, typiquement, à les prépondérer, à les mettre du poids sur des personnes qui incarnent cette valeur stratégique qu'on a envie d'intégrer. Et après, une fois qu'on fait tout ça, grosso modo, on a mis des mots sur la culture, on l'a défini. Ça fait pas grand-chose. C'est très bien, c'est un très bon début, mais maintenant ce qu'il faut, c'est s'assurer que ça vive réellement dans le quotidien de la boîte. Et donc le quotidien de la boîte, c'est quoi? C'est les process. Les process cœur de l'entreprise. On peut parler de la chaîne de valeur. Comment est-ce qu'on fait pour que notre processus de vente ressemble à notre culture? Comment est-ce qu'on fait pour que notre processus de customer success, dans nos startups, on en a beaucoup, ressemble à notre culture? Notre manière de s'occuper de nos clients ressemble à notre culture. Et encore plus important, dans nos processus RH, comment est-ce qu'on fait pour recruter avec la culture, onboarder avec la culture, vivre le quotidien de la boîte avec la culture, évaluer, licencier avec la culture? Ça, c'est les moments clés. Finalement, nous, on appelle ça les processus relationnels. C'est le moment où des hommes parlent à des hommes, des femmes parlent à des femmes, etc. et vice-versa. On veut vraiment là avoir tous ces processus relationnels qui incarnent la culture. Et donc c'est la deuxième partie de notre accompagnement. Cette première partie, on l'appelle l'alignement, et le moment où on trouve et on définit la culture. Et la deuxième partie, c'est l'exécution. Vraiment, on design nos processus pour qu'ils ressemblent à notre culture et qu'ils soient uniques, que les gens se disent naturellement, ouais, on sent la patte de la boîte. Trop bien. C'est hyper clair, merci beaucoup. Et effectivement, on voit bien ces deux étapes. Tu as une partie où c'est audit / effectivement impulsion du management aussi sur cette partie-là, parce que j'allais te dire, et je trouve ça hyper intéressant qu'il y ait ces deux parties dans la construction des valeurs, parce qu'effectivement, le fondateur ou le manager qui te dit ouais, mais en fait, je peux pas faire reposer l'intégralité de mes valeurs sur ce que les gens sont à date, sinon on est dans. Enfin, je sais pas si c'est dans une forme d'immobilisme, mais en tout cas, on est juste. On n'est peut-être pas forcément en mouvement, en tout cas dans le mouvement dans lequel on veut se mettre quand on est dans une phase de croissance. C'est hyper clair. Je voulais revenir sur ce sujet et ce principe, en tout cas là où vous avez trouvé votre marché d'une certaine manière, le changement d'échelle. Ouais. En préparant l'épisode, tu me disais, en fait, on peut synthétiser, il y a trois grandes étapes dans le changement d'échelle de nos clients en général. Est-ce qu'on peut revenir là-dessus et puis surtout peut-être essayer d'illustrer ça à travers un cas, une mission, tu vois, un exemple un peu concret de, oui, en fait, eux, ils étaient à ce stade-là, on les a aidés de cette manière, on s'est confronté à ce genre de problème en le faisant, et voilà comment on s'y est pris pour le réseau, en tout cas pour leur permettre d'avancer là-dessus. Ouais. Je vais pouvoir les prendre alors. En gros, les moments de changement d'échelle, au tout début, quand on cherchait notre positionnement, on se disait c'est la croissance, notre positionnement. Mais en fait, la croissance, c'est pas du tout linéaire dans nos startups. Et surtout, les enjeux que rencontre la boîte sont pas les mêmes aux différents moments de croissance. Aujourd'hui, je dirais qu'on définit, nous, les moments de changement d'échelle des boîtes. Il y en a 3 clés. Le premier, c'est celui qu'on appelle Funders to Core Team. On passe d'une toute petite équipe de 3, 4
à une équipe de 10, 15, 20 qui va être capable de parler à peu près de tout, donc aura une vue holistique de l'organisation, où on va avoir un niveau d'expertise probablement pas hyper élevé sur chaque fonction, mais c'est pas grave. Ce qu'on a besoin, c'est d'itérer, d'aller vite. Et en général, cette core team-là va définir énormément la culture à l'avenir. Finalement, cette première core team, c'est celle-là qui va recruter dans les étapes qui suivent. Et donc, si elle est pas, si on n'est pas sûr de la culture de cette core team-là, on risque de faire grandir l'entreprise et de se retrouver avec des divergences de culture dans les différentes équipes. Donc l'enjeu à cet endroit-là, le changement d'échelle à cet endroit-là n'est peut-être pas le plus difficile à faire, parce que d'un point de vue organisationnel, on arrive quand même en général à s'en sortir assez bien. Par contre, d'un point de vue culturel, il est critique. Si on se loupe là, on sera obligé de faire une marche arrière au stade d'après. C'est le premier changement d'échelle qu'on accompagne. Je dirais que c'est là qu'on a accompagné le plus d'entreprises. On en a vraiment accompagné beaucoup, beaucoup à cet endroit-là, peut-être 100 ou 200 startups à cet endroit-là. La première, peut-être, serait un bon exemple. Smurl, une entreprise qui fait des compteurs de likes Facebook. Tu les as peut-être vus, on en voit partout un peu Mmh. dans les boutiques. On les a vraiment accompagnés à cet endroit-là. Ils étaient 7, je crois, quand on a commencé à les accompagner. Ils se disaient que ça allait probablement pas marcher. Il y avait beaucoup de difficultés. Et puis en fait, ça a grossi juste après. Le moment où on a déclenché ça leur a permis de construire la cohésion de cette de core team, trouver les bons modes de fonctionnement qui étaient adéquats par rapport à la culture qu'ils avaient, et du coup, naturellement, de recruter pour pouvoir développer l'activité. Le Et par deuxième... exemple, Ouais, juste pour revenir sur l'exemple Smurl, en termes de alors, type d'activité ou type de process dans lesquels vous les embarquez à ce stade-là, c'est quoi? C'est de la cohésion d'équipe, apprendre à se connaître, partager, trouver des repères communs, faire un premier set de valeurs. C'est ouais. ce genre de choses-là où il y a des activités plus particulières que tu réserves vraiment à cette Hmm, étape? non, je pense que c'est l'endroit où c'est le plus holistique. C'est l'endroit où on Ok. fait le plus de choses. Mm. Euh, Notre accompagnement, il est toujours en 3 grandes étapes. La première étape, c'est une étape d'alignement. Je vais y revenir, ce sur quoi les bases qu'on construit. La deuxième étape, c'est la phase d'exécution. On apprend à vivre avec ses fondamentaux. Et la troisième étape, qu'on appelle leadership, c'est celle où on apprend à prendre du recul sur soi-même et sur sa propre organisation pour pouvoir la challenger et redéfinir les fondamentaux qu'on avait et ainsi repartir pour un tour. Et donc, Ok. c'est toujours un accompagnement qui s'arrête, qui est défini dans le temps, parce qu'on estime que notre but, c'est d'autonomiser les boîtes avec lesquelles on bosse. Et les fondamentaux sur lesquels on va s'aligner, ils sont de 3 natures. Le premier, c'est des éléments de vision. Donc, c'est comprendre vraiment l'ambition de l'entreprise, où est-ce qu'on a envie d'aller, qu'est-ce qu'on attaque dans le marché, euh, son positionnement, et ouais, vraiment l'ambition, le phare dans la nuit, là où on va. Le deuxième élément, c'est la culture, comme on en a parlé un peu plus tôt, donc les valeurs. Et le troisième fondamental concret, c'est le mode projet. Donc les roadmaps, les priorités, l'exécution, les résultats à obtenir, comment est-ce qu'on organise tout ça pour que ce soit fluide au niveau de toute l'équipe. Et donc l'accompagnement est très holistique à ce niveau d'équipe-là, parce que c'est facile d'une certaine manière de Ouais. traiter tout. Et tout ça s'accorde bien ensemble. Dès qu'on arrive dans les stades d'après, souvent les boîtes ont déjà fait des choses, donc on n'a plus besoin de tout faire. On peut un peu Ok. plus zoomer et être plus exigeant sur certaines choses et moins sur d'autres. D'accord. Merci beaucoup pour le zoom sur cette partie-là. Je te laisse poursuivre. Donc là, on a vu l'étape, première étape, des fondeurs à, en gros, l'équipe Ouais, noyau dur. exactement. La deuxième étape, on l'appelle Team of Teams. C'est le moment où on commence à être une équipe qui se compose de plusieurs équipes. Ce qui se joue systématiquement, c'est qu'en fait, chaque fonction de l'entreprise va commencer à grossir elle-même et développer un niveau d'expertise élevé qui va impliquer 2 choses. La première chose, c'est que on n'est plus capable dans l'entreprise de comprendre tout ce que font les autres. Le market n'est plus capable de comprendre tout ce qui se passe à la tech n'est plus capable de comprendre tout ce qui est en train de se jouer d'un point de vue des ventes, etc. Et donc, on a plus de difficultés à communiquer sur les enjeux, les problématiques et les priorités de chacune des équipes. La deuxième chose, je dirais, qui se joue à cet endroit-là, c'est les rituels. Chaque équipe commence à avoir sa propre vie en elle-même. Avant, on avait des rituels qui concernaient 100% de la boîte, maintenant, c'est plus possible.
Ils sont rares, ces rituels qui concernent 100% de la boîte. Et donc, chacune de ces équipes est en train de développer ses propres rituels à elle, très liés à son activité elle-même. Les sales ont des revues de pipe ensemble, ont du tracking de leur pipe, les techs ont leur rituel agile à eux, qui sont très propres, autour des sprints, etc. Et du coup, il y a plusieurs éléments qu'il faut construire, je dirais, à cet endroit-là. Le premier, c'est souvent le codir ou la leadership team ou le COMEX, quels que soient les noms qu'on donne, mais cette équipe-là qui sert à assurer le lien. Souvent les chefs, mais c'est pas toujours le cas. Ça dépend des organisations. Dans des organisations plus plates, ça marche pas comme ça. Mais c'est quoi cette leadership team qui continue d'avoir cette vue holistique et qui va être capable d'insuffler ou d'influencer les priorités que chacune des équipes va prendre ou choisir. Et puis il y a une autre chose qui se joue beaucoup à ce stade-là, c'est que en général, à cet endroit-là, on est moins dans l'exploration. On a compris son business, on a compris son métier, et ce qu'il faut, c'est comprendre maintenant comment il grossit. Donc, à cet endroit-là, je dirais qu'on travaille aussi beaucoup sur les KPI, sur le pilotage de la performance de chacune des équipes globalement, comment ça peut descendre jusqu'au niveau individuel éventuellement, si les boîtes le font, et comment est-ce qu'on design des processus qui vont pouvoir eux-mêmes changer d'échelle, sur lesquels des gens vont pouvoir se greffer, apprendre et continuer de faire de l'amélioration continue. Donc en fait, à cet endroit-là, on travaille toujours sur la culture. Si elle n'a pas été définie, c'est sûr que ça restera un des fondamentaux, parce qu'on a besoin de la culture pour designer les processus. Et si elle est déjà définie, éventuellement, on aide à la revoir. Parce qu'à chaque moment de changement d'échelle, c'est important d'avoir une petite revue. Et donc ça, c'est le deuxième. On fait pas mal d'accompagnement à cet endroit-là. Donc c'est des boîtes qui vont en général de, je dirais, 30 à 100, quoi. Quelque chose comme ça. Typiquement, Content Square, on les a accompagnés à cet endroit-là. Ils étaient un tout petit peu après, ils étaient 120 quand ils ont fait appel à nous. Et ils n'avaient jamais eu de séminaire de direction, en fait. Et d'ailleurs, les dirigeants étaient en train tous d'être recrutés à ce moment-là, le chef des ventes, le chef du Customer Success, etc. Ou alors venaient de l'équipe d'avant et qui avait grandi avec l'entreprise. Et donc, du coup, on a aidé à construire cette équipe-là, cette équipe de leaders. Et on a bossé sur toute la culture aussi parce qu'ils ne l'avaient pas faite en fait à cet endroit. Et cette équipe de leaders-là, les modes de fonctionnement qu'on a mis en place, ils marchent toujours chez eux là. Ils sont 900 aujourd'hui et c'est toujours les mêmes. Ils avaient défini typiquement une particularité chez Content Square. Ils se réunissent tous les 6 mois, cette équipe-là, à l'occasion d'un off-site. Mais ils ne se réunissent pas en huis clos. Ils prennent toujours 2-3 personnes en plus dans l'organisation qui sont pertinents par rapport à l'actualité ou au sujet que la boîte que le COMEX va vouloir traiter à ce moment-là. Et donc ça, c'est quelque chose qu'ils avaient défini par rapport à leur culture quand ils étaient 120 et qu'ils ont gardé alors qu'ils sont 900. Voilà, ça c'est vraiment le deuxième exemple, quoi. Ok. Et vous, en termes d'accompagnement, j'imagine que sur cette phase-là, tu commences à avoir, alors comme ce que tu fais avant, un accompagnement vraiment, j'allais dire présentiel fort pour animer ces temps forts, mais tu commences j'imagine que vous commencez un peu à vous disséminer dans les équipes pour faire un accompagnement plus opérationnel. Alors, je sais pas si c'est du coaching, du mentoring, mais dire, bah oui, il faut déjà faut qu'on aille un peu plus dans l'individualisation de, de, de- des process, en tout cas, de la façon dont on déploie en local, quoi. Ouais, je dirais que presque systématiquement, quand on accompagne une équipe à ce stade-là, Team of Teams, on va accompagner l'équipe de leadership et la culture qui est souvent portée par les équipes RH, mais qui implique 100% de la boîte, parce qu'encore une fois, on va chercher malgré tout les valeurs de tout le monde. Et ensuite, certaines équipes peuvent éventuellement faire appel à nous pour pour retravailler cette dynamique collective qu'on a travaillé sur l'équipe de leadership, mais à leur échelle à eux. Ok, c'est Voilà. hyper clair. Ouais, alors la troisième étape, c'est quoi? La troisième étape, c'est, nous on l'appelle diversify. C'est le moment où le business commence à se diversifier massivement, dans le sens où au départ, on a vraiment toutes les boîtes qu'on accompagne, quand on est Team of Teams, on a un produit. On a vraiment un seul produit sur un marché. Éventuellement, on commence à faire, tu vois, de l'exploration géographique. On commence peut-être à aller ouvrir un pays ou deux, mais ça reste vraiment de l'exploration. Ce qu'on appelle le diversify chez nous, c'est le moment où on commence à avoir vraiment plusieurs business qui vivent à part entière.
Aux US, on a peut-être 50 personnes, 60 personnes, 100 personnes. En Europe, on en a peut-être 100, 200. Et d'ailleurs, peut-être qu'on n'a plus un seul produit, mais 5 produits. Des produits qui touchent soit le même marché spécifiquement, soit des marchés un peu différents. Peut-être les grandes boîtes, les moyennes boîtes, les petites boîtes, ce genre de choses. Et en fait, tout ça, ça devient extrêmement compliqué à gérer parce que ça rajoute une nouvelle dimension dans l'organisationnel. Avant, c'était facile. On avait un produit, une chaîne de valeur, une équipe qui fait de l'acquisition, une équipe qui fait de la vente, une équipe qui fait du customer success. Bon, c'est assez facile. Maintenant, tu as autant de fois ces équipes-là que tu n'as de marché et que tu n'as de produits. Et donc, il y a toute une complexité qui vient, euh, qui, est, euh, qui est vachement intéressante à traiter. À cet endroit-là, je dirais que l'accompagnement ressemble beaucoup, beaucoup en forme à celui de l'étape d'avant. On accompagne quasiment systématiquement l'équipe de leadership et on travaille presque systématiquement sur la culture à l'échelle de toute l'entreprise. En revanche, on va pas bosser, les outils qu'on va mettre en place sont un peu différents. Typiquement, les outils de performance, de pilotage de la performance, donc les priorités, les roadmaps, deviennent plus génériques. On définit des priorités à l'échelle de l'entreprise, mais on ne sait plus trop où sont les projets qui vont servir ces priorités. Il y en a de partout. Tout le monde pourrait. Et donc, en fait, on insuffle juste une, un sens des priorités dans le court terme que chaque équipe va pouvoir reprendre à sa sauce et se mettre au service de ses prios. Donc, il y a vraiment une dimension qui fait que la manière de gérer les directions qu'on va prendre en tant que grande entreprise euh, change, évolue, quoi. Hyper clair. Voilà. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous exposer tout ça, parce qu'on sent que c'est le fruit d'un travail, donc tu le disais, de quasiment 7 ans, et j'imagine que sur ce genre de mission, tu pars avec des convictions, et puis tu t'ajustes, tu t'adaptes, et puis tu essayes aussi de faire des rex pour améliorer la méthode. Donc merci beaucoup de nous avoir, en Avec plaisir. quelques minutes, nous dresser un petit peu ce portrait. Le temps file, et en fait, moi, ça m'intéresse aussi d'avoir quelques insights aussi sur toi, Cédric. Comment tu t'organises pour continuer à apprendre? Hmm. Alors, j'imagine qu'il y a un truc qui est pratique, c'est que t'es toute la journée face à des problématiques clients, mais en termes de, alors je sais pas si c'est de lecture, d'échange, globalement de routine d'apprentissage, est-ce que tu peux nous raconter comment ça se passe, comment toi tu t'organises, et est-ce que t'as ce genre de routine, des sources privilégiées, des choses comme ça? Je pense que la première chose que je fais, et ça c'est vraiment conscient, c'est la manière que je vais avoir de choisir les missions sur lesquelles je vais bosser. J'essaye toujours de trouver des missions qui vont avoir quelque chose de différent, qui va faire que je pourrais pas me reposer sur mes lauriers. Euh, il y a quelques années, par exemple, j'ai eu l'opportunité de bosser avec Decathlon. C'était un excellent exemple pour montrer que les grandes boîtes de conseil avaient des choses à questionner. On avait gagné devant le BCG, c'était génial. Euh, et en fait, quand j'ai débarqué dans cet orga, bah, moi j'étais un peu naïf, hein, je suis arrivé avec mes outils, mes manières de faire, et j'ai pris une claque en fait. J'étais face à une entreprise qui avait une culture démente, des modes d'organisation déjà tellement ancrés que ce que j'apportais pouvait pas marcher. Et donc là, ça oblige à remettre en cause ce qu'on sait, ça oblige à remettre en cause ses outils, potentiellement ses croyances. Donc je dirais que c'est mon premier mode d'apprentissage, moi, ça. Toujours essayer de trouver des projets que je vais accompagner qui sont différents de ceux que j'ai pu faire jusqu'à présent. Voire j'essaye toujours de me garder une poche pour faire du pro bono. Donc j'ai toujours du temps où je vais accompagner des projets gratuitement. Et ceux-là, je les sélectionne spécifiquement pour leur originalité. Donc, Ok. T'as un exemple là-dessus? ouais, bah, j'avais accompagné une boîte au Vietnam qui faisait de la recherche en agriculture propre, dirigée par une dame de 80 ans qui avait été leader des Viet Cong dans les tunnels pendant la guerre. Enfin, un, un- un mode d'organisation et de leadership que je ne connaissais pas du tout, dans un univers que je ne connaissais pas du tout. C'est le genre de choses, pour le coup, qui explose les croyances, quoi, hein. On est bien obligé de tout challenger, quoi. Je suis allé voir des trucs dans le bâtiment. J'ai toujours trouvé ça passionnant, quoi. C'est vraiment un mode projet ultra processé où en fait, si tu viens dégoter des choses, tu peux vraiment faire des progrès de dingue. Donc moi, je fais vraiment mon premier mode d'apprentissage. Mon deuxième, un outil.
d'une simplicité, vraiment radicale. J'ai un petit outil pour, gérer les flux RSS. Donc en fait, j'ai un certain nombre de blogs que j'aime beaucoup, mais j'ai jamais réussi à les suivre. C'est un truc que j'ai mis du temps à vraiment le mettre en place. Aujourd'hui, j'ai ce petit outil qui me fait une petite notif tout en haut de mon Chrome, qui me dit si les quelques blogs que je sélectionne ont sorti des nouveaux articles. Et en C'est fait, quoi? C'est Feedly ou un truc comme ça? exactement, ouais, exactement. Mmh. Ils me sont poussés, mais c'est même pas l'app, je me sers même pas de l'app, c'est vraiment un petit add-on qui est OK. sur Chrome. Ça me met un petit 1 et c'est parti, je vois si des choses sont sorties. C'est con, hein, c'est vraiment un outil très bête, très simple, mais ça m'a changé la vie. Alors qu'avant, j'essayais de le faire via des apps, mais j'y allais jamais. Mmh. Ou alors j'essayais de me plugger sur LinkedIn, mais LinkedIn est tellement envahi que finalement, j'y retrouve pas grand-chose hyper qualitatif. Mais voilà, à force de chercher des blogs intéressants, j'ai fini par trouver ça. Et, et je pense qu'il y a un autre truc qui marche aussi, euh, c'est que on a écrit un livre chez Fly il y a 2 ans qu'on a sorti où on avait vraiment envie de mettre en open source toutes nos méthodologies, toute notre pensée. Et le fait d'écrire force à trouver tous les endroits où on n'est pas parfait, quoi. Tous les endroits où il y a des incohérences dans sa pensée, tous les endroits où il y a des angles morts. C'est beaucoup plus compliqué quand on est à l'écrit que quand on est à l'oral, quoi. Et donc je pense que écrire est aussi un nouvel outil qui me permet pas mal d'avancer là-dessus. Et après, je lis beaucoup, mais beaucoup de romans. Assez peu de livres de OK. management au final. Je trouve ça très boring. Alors les livres de management américains, encore plus. Par contre, je trouve que dans les romans, on peut trouver énormément de choses sur la dynamique Mmh. collective, et donc j'y trouve beaucoup d'inspiration. OK, ouais, c'est super clair. J'ai une question, alors j'ai encore 2 questions, pour Ouais. conclure. Peut-être une question, on n'est pas trop revenu là-dessus, mais, tu disais, parmi les grappes qui constituent, Fly the Nest, vous avez un sujet autour des entreprises à impact. Ouais. Alors c'est c'est non seulement un sujet du moment, mais je pense que c'est un sujet, qui sera encore plus du moment, pendant un certain temps. On espère, en tout cas. Heu, ouais. Aujourd'hui là-dessus, tu vois, on a beaucoup parlé organisation des équipes. Par quel bout vous prenez ce sujet? Parce que moi je vois, je regarde beaucoup ces sujets aussi. J'essaie de voir un petit peu, les initiatives qui ont l'air de fonctionner. Heu, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de volonté, qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent venir j'allais dire de la base des équipes, on va dire. Ouais. Heu, Tu parlais de Total, un petit exemple, tout à l'heure, sur parfois les injonctions paradoxales qu'on peut avoir dans certaines organisations. Exactement. Est-ce que, alors je sais pas si tu as une ressource ou, ça m'intéresse d'avoir ton regard là-dessus et vous, comment vous l'approchez? Est-ce que c'est dès la culture, vous demandez, vous utilisez la même méthode, mais spécifiquement sur ces sujets-là? Ou est-ce qu'il y a développer des techniques, Hmm. des approches particulières là-dessus? Alors, vraiment, je serais pas moi, je suis pas un expert de ce sujet particulièrement. OK. Mais enfin, ils pourront venir compléter si besoin. Pour autant, ce que je sais, c'est que on a toujours commencé quand on attaquait un nouveau marché. Par exemple, en ce moment, on est en train de commencer à accompagner des PME et des ETI. Mmh. Bah, c'était la même chose. Enfin, c'est la même chose que ce qu'on a fait quand Sillage est né. Finalement, ils ont commencé par accompagner des organisations à impact déjà, qui se disaient à impact ou qui se disaient à raison d'être, avec les méthodologies qu'on avait. Et ils ont regardé où est-ce qu'ils se prenaient des murs, quoi, hein, ni plus ni moins. Et je dirais que la première vraie brique qu'ils ont construite, qui est très spécifique, c'est la brique gouvernance. OK. Finalement, qui est une brique qui a peu besoin de faire dans nos scale-up classiques. On est plutôt sur du pilotage, assez simplement. La plupart de ces boîtes-là ont des boards qui les accompagnent aussi. Mais sur les entreprises à impact, il y a toute une notion de gouvernance qui devient beaucoup plus complexe. Comment est-ce qu'on s'assure qu'on a véritablement un impact? Comment est-ce qu'on intègre nos parties prenantes dans la définition de la stratégie, dans la définition des moyens mis en œuvre par l'entreprise pour répondre à des solutions? Et donc, je dis ouais, je pense que je partirais par ça. Si je devais répondre à ta question, je dirais que c'est Mmh. cette brique-là spécifique qui a été construite par Sillage, où ils ont vraiment musclé tout l'accompagnement pour apporter cette dimension. Qu'est-ce que c'est qu'une gouvernance participative au service d'un impact? Qu'on essaye de OK. qu'on essaye de résoudre. Bah, merci beaucoup pour l'insight. Effectivement, je l'avais pas dans le scope, mais je trouve ça, hyper intéressant.
fait, j'ai deux dernières questions. À chaque fois que je pose une Vas-y, question, il y en a ouais. une autre qui vient. Mais je te rassure, on s'approche de la fin, hein. Ouais, pas de problème. Plaisir. Non, non, ce que je trouve intéressant, donc toute la, comment dire, la méthodologie, je pense qu'on a beaucoup parlé effectivement des entreprises en création, en tout cas en développement rapide. Tu nous as parlé un petit peu d'une mission que tu as fait avec Decathlon. Tu nous as dit que là, vous positionnez sur de nouveaux marchés que sont les PME, les ETI. C'est quoi la suite pour vous? C'est de dire, bah, ok, on se base là-dessus et sur notre savoir-faire pour aller se frotter à j'allais dire, le monde corporate classique. C'est l'ambition? Mmh, dur à dire. En fait, je dirais que l'ambition finale, elle est d'être en capacité d'accompagner tout type de collectif partout dans le monde. Ok, On en a chez nous qui sont, passionnés, du monde sportif, qui accompagnent des organisations sportives. Heu, on en a qui ont toujours eu cette, touche PME, cette affinité particulière pour ces entreprises et qui en ont toujours fait un petit peu. Le corporate, c'était une ambition au début. Je dirais que je pense au bout de 2 ans, on avait écrit une vision comme quoi on aurait accompagné un groupe et transformé un groupe de plus de 100 000 personnes. On s'est jamais autant planté sur une des ambitions qu'on avait. Hem, je pense pas que ça fait partie des ambitions écrites aujourd'hui de l'entreprise, si ce n'est à vraiment très, 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 très long terme d'être en capacité de le faire. Mais je suis pas sûr que c'est là qu'on aura le plus d'impact dans le monde, ok, honnêtement, aujourd'hui. Je pense que, je pense qu'on a plus d'impact à accompagner, des leaders de demain qui vont influencer le monde ou qui vont aller dans ces entreprises-là en deuxième partie de carrière et pouvoir y amener tout plein de méthodologies. C'est plutôt peut-être une strate en 2 bandes à cet endroit-là. ok, hyper clair. Et du coup, ma dernière question que je pose à tous les invités, est-ce qu'il y a quelqu'un dans ton réseau qu'il faut absolument qu'on ait sur Learning by Doing pour bah, son analyse, son regard sur les enjeux de learning, les enjeux du futur du travail, par exemple? Mmh. Euh, Est-ce que tu aurais quelqu'un ou quelqu'une à nous recommander, à me recommander? Ouais, je pense que je peux avoir, 2 personnes qui me viennent en tête, assez vite. La première personne, elle s'appelle Marion Désiré. Ok, Elle est chez Back Market, donc avec qui je travaille, beaucoup, beaucoup. C'était une manager chez Back Market. Elle a grandi avec Back Market. Elle s'est retrouvée leader de l'organisation, sur tous les sujets, du care et de la qualité. Et en fait, aujourd'hui, elle a basculé au RH et elle construit la Leadership Academy. ok, Donc c'est assez passionnant. Elle est en train d'imaginer un espèce d'arbre de compétences géant de tout ce qu'il faut apprendre en tant que manager et leader dans une organisation. En plus, avec, la patte culturelle de Back Market et comment ça se branche dans la vie des managers pour qu'ils passent par cette Leadership Academy en chemin. Et c'est tout un projet qu'elle mène, c'est passionnant, elle a une bonne maîtrise du sujet, je pense que ça peut être intéressant de la voir. Et la deuxième personne à qui je pense, c'est peut-être Sophie Bocchio, de l'Atelier, là aussi chez Fly. ok. Alors, je me souviens quand je disais qu'on sur les grands comptes, c'était pas une ambition particulière d'y aller. Malgré tout, l'Atelier chez nous, travaille avec beaucoup de grands comptes par un biais un peu particulier. Plutôt que d'aller activement être coach dans des équipes, ce qui nous obligerait, si on voulait accompagner, la Société Générale, à être 80, ce qu'on n'est pas du tout et ce qu'on n'est pas capable d'être en un claquement de doigts. L'idée de l'atelier, c'est de se dire qu'elles vont former des gens dans les entreprises pour qu'eux soient en capacité de le faire. Ce qui est, je crois, très puissant parce que du coup, c'est des gens internes qui viennent déployer des méthodologies, des principes, des modes de fonctionnement, d'animation, et cetera. Et donc, elles ont transformé et mis, sous une forme pédagogique tous les contenus de Flyzeness pour pouvoir les déployer, pour que des gens soient en capacité de les déployer dans leur propre organisation. Trop bien. Ouais. Bah écoute, oui, les deux sujets ont l'air très alléchants. On va faire partir les invitations. Merci beaucoup de nous avoir ouvert ton carnet d'adresses. Et au-delà de ça, il est temps pour moi de conclure. Donc je te remercie infiniment, Cédric. C'était passionnant ces sujets d'organisation. Si on cherche à rentrer en contact avec toi, le plus simple c'est quoi? C'est LinkedIn? Ah non, LinkedIn, j'y vais jamais, je suis très nul. Ok. C'est quoi le Mail, meilleur moyen? Mail? c'est vraiment le plus efficace, Ok. cédric@flythenest.io. Voilà. Donc vous Voilà. savez comment contacter Cédric. Merci, je te le dis une dernière fois, passionnant. Je pense que le sujet orga et organisation d'équipe
les différentes étapes sur lesquelles tu es revenu en détail peuvent vraiment nourrir pas mal de réflexions chez nos auditrices et nos auditeurs. Donc c'est vraiment top d'avoir partagé ça avec nous. Merci Il beaucoup à me, toi, Baptiste, de bah, m'avoir accueilli. Un plaisir. il me reste à souhaiter une très bonne suite de journée, fin de journée, soirée à nos auditrices et nos auditeurs. Et je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode de Learning by Doing. Merci beaucoup Cédric. À bientôt. Merci. Au revoir. Merci beaucoup de nous avoir écoutés jusqu'ici. Si vous souhaitez aller plus loin et commencer à développer une culture de l'apprentissage autour de vous, pensez à vous abonner gratuitement à notre sélection hebdomadaire d'outils pratiques pour animer votre équipe. C'est disponible via le lien qui est en description de l'épisode. Si cet épisode vous a plu, parlez-en autour de vous. C'est la meilleure façon de le faire connaître. Vous pouvez aussi nous laisser un petit mot en commentaire. On lit tout et ça nous aide beaucoup à nous améliorer au fil des épisodes. Merci encore de votre soutien et je vous dis à très vite pour un prochain épisode.